Quand j'étais à la maîtrise, moi, j'ai utilisé des réseaux de neurones pour contrôler le chaos à l'époque. Là. C'était ça, c'était la Ni plus mode. ni moins que contrôler le chaos. Je contrôlais le chaos. C'était C'est le enthousiasmant. titre de mon mémoire de maîtrise, le contrôle du chaos. Non! Oui, C'est vrai, le titre du mémoire? ouais, que c'est quelque chose comme ça. Là. Contrôle du chaos. Wow! C'est On assez dirait facile, un en titre fait, de de contrôler le chaos. science-fiction. C'est assez facile. Génial. C'est une belle ambition. Contrôler le chaos. Ah, mais j'ai réussi. La preuve est faite. Ben, c'est sûr. Écoute, si ça tourne mal dans le monde, on saura qui il faut appeler. Là. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, passionné de mon côté d'éthique et d'intelligence artificielle. Je suis accompagné aujourd'hui de mon co-animateur cette semaine, David Beauchemin. Salut David. Salut. Bravo pour ton entrevue avec Hugo La Rochelle cette semaine. Félicitations. Une belle pioche, comme on dit. À l'épisode 23, je pense que tu es déjà rendu à 23. Ouais, je pense que c'est ça, 23. Donc, le podcast s'appelle De son côté, c'est un podcast ami du podcast IA Café. Ça s'appelle Open Layer. Donc, c'était l'épisode 23 au moment où on enregistre. Donc, au moment où ça sera diffusé, peut-être que tu seras rendu épisode 82, je ne sais pas. À ce rythme-là, peut-être. Au rythme où tu vas. OK. Aujourd'hui, on accueille en studio, on commence en force avec Philippe Després, qui est un acteur qui est important dans la recherche, qui travaille notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il fera les nuances un peu plus tard. Bonjour Philippe. Bonjour. Pédigree historique CV, Philippe Després est professeur agrégé au département de physique, génie physique et d'optique de l'Université de Laval. Qualifié de physicien médical, travaille sur notamment le cancer, recherche biomédicale, l'imagerie moléculaire. Je dis pas de mentir. Non, c'est bon. Pionnier du calcul informatique, c'est pas moi qui est qualifié comme ça, j'ai vu ton CV. Pionnier du calcul informatique de pointe sur les processeurs graphiques, GPU, travaillé dans des différentes applications en physique médicale. Valorisation des données dans le milieu médical, donc c'est toujours ça, là, c'est valoriser, prendre soin des données, notamment faire des liens avec le milieu médical, travailler sur les infrastructures qui servent à créer ces données-là, puis éventuellement développer des applications. Il agit comme responsable de données massives en sciences de la santé au Centre de recherche du CHU de Québec à l'Université Laval. Ça achève. Il en reste quelques conseillers. Ben, je prends le temps quand même de les nommer parce que c'est ça qui est intéressant, les parcours universitaires, c'est qu'on fait une liste de ce qu'on fait, mais en même temps, il y a une liste de choses qu'on fait, mais qu'on ne mentionne pas, qui restent quand même là. Fait qu'on va se contenter déjà de mentionner celles qui sont là, publiées. Conseiller en architecture de données pour le projet Pulsar à l'Université Laval. Peut-être dire quelques mots sur le projet Pulsar, à quoi ça ressemble à l'université? Pulsar, c'est une plateforme collaborative de recherche pour la santé durable. Donc, c'est une mise en commun d'une philosophie d'abord et d'outils technologiques pour arriver à faire de la science autrement, de percevoir la santé d'une autre façon. Donc, avec Pulsar, on veut avoir une vue un petit peu plus longitudinale sur la santé, de ne pas perdre de vue qu'il y a d'autres déterminants que simplement d'aller chez le médecin ou pas pour considérer un individu en santé ou pas. Donc, on considère aussi les aspects sociaux, les aspects de l'environnement bâti dans tout ça. Donc, l'objectif, c'est de créer une plateforme où différents chercheurs de différents horizons pourront mettre ensemble leurs données pour les faire parler éventuellement. OK, très bien. Puis, est-ce qu'il y a des bureaux ici même à l'Université Laval? Oui, tout à fait. La Direction des technologies de l'information a maintenant un secteur recherche et gestion de la recherche qui est piloté par Carole Arthaud-Nourry. Et oui, il y a des gens qui sont dédiés à la mise en œuvre et aux opérations de Pulsar présentement. OK. On termine la liste co-responsable de l'axe santé durable de l'Observatoire international sur l'impact sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique, qui est intimement associé à la production de ce podcast. Voilà. J'ai terminé ma liste, mais comme je te disais, là, on pourrait continuer longtemps.
Ben oui, les chercheurs, c'est ça qu'il y a une grande liste de choses réalisées, accomplies. Philippe, tu travailles en intelligence artificielle ou pas? Je ne considère pas que je suis un chercheur en intelligence artificielle. Je m'intéresse plutôt à ce qui se passe, moi, avant qu'on réussisse à entraîner ces systèmes experts-là. Donc, je m'intéresse beaucoup à la donnée qui va servir à nourrir ces engins-là qui arrivent à apprendre de ces données-là. Donc, pour que ces systèmes-là apprennent des choses intéressantes, il faut lui fournir des choses intéressantes, donc de la donnée de qualité. Et c'est ce qui m'intéresse. Et il y a toute une mouvance mondiale présentement pour essayer de structurer un peu mieux la donnée, essayer de faire en sorte que les gens parlent le même langage quand vient le temps de parler de données. OK, donc bien prendre soin des données pour éventuellement nourrir ce que d'autres appelleront l'intelligence artificielle, de façon à ce que l'intelligence artificielle, à la fin, soit à la lumière des données qu'on lui a fournies, ou à la ressemblance plutôt des données qu'on lui a fournies. Comment tu deviens un chercheur dans ce domaine? Tu arrives comment? Quel genre de parcours il faut faire là, pour faire ce que tu fais? C'est en deux temps dans mon cas. Dans le premier cas, on a parlé de processeur graphique tout à l'heure. Et ça a été ma voie vers l'indépendance en recherche. Donc, j'ai commencé à utiliser des cartes graphiques, non pas pour jouer à des jeux vidéo, bien que je suis encore un joueur de jeux vidéo. Et j'utilisais ça pour accélérer certains calculs qu'on est obligé de faire en médecine, en particulier dans 3 domaines où le physicien médical œuvre, donc c'est-à-dire la radiologie, la radio-oncologie et la médecine nucléaire, où il y a des algorithmes qui servent à construire des images, ni plus ni moins, reconstruire des images. On appelle ça de la reconstruction tomographique. Tomographique? Oui, donc tomo, ça vient du grec, tranche, graphique, écriture. OK. Et en fait, quand vous passez un examen tomodensitométrique, par exemple, c'est tout simplement une source à rayon X et un détecteur qui tourne autour de vous sur 360 degrés. Donc, on prend des projections à chacun de ces angles-là. Des petites tranches, puis éventuellement, Mais pour cumule ces reconstruire, tranches-là. en fait, on est capable de reconstruire une tranche du patient sans avoir à idéalement couper le patient en Ben, deux. c'est gentil d'avoir pensé à ça. Exactement. Et ça, c'est une opération mathématique qui est assez lourde et qu'on peut faire de différentes façons. Donc, on peut la faire en mettant plein de physique dans le problème et ça devient extrêmement lourd numériquement. Et c'est là que les GPU interviennent. Quand je dis GPU, c'est les cartes graphiques là, qui servent normalement à jouer. Mais ces trucs-là sont des engins de calcul parallèles extrêmement performants. Ils ont été conçus pour pouvoir retracer à l'écran des millions de pixels plusieurs fois par seconde. Donc, ce sont vraiment des machines à calculer de façon parallèle. Donc, on a réutilisé ces capacités-là, non pas pour afficher des pixels à l'écran, mais pour faire des opérations mathématiques d'addition et de multiplication. Donc, ça a été aussi, quand on regarde l'historique de l'intelligence artificielle, extrêmement important. On regarde le papier de Hinton de 2012, un papier de conférence qui a été cité quelque chose comme 56 000 fois là, depuis le temps, où là, il s'était attaqué à ce qu'on appelle un défi de données dans le milieu là, de l'informatique. On dit, voici un jeu de données. Dans ce cas-là, c'était le jeu de données ImageNet, qui sont essentiellement des images de chats, des images de chiens, des images de bananes, des images de ce que vous voulez, mais annotées avec, voici, ça c'est un chat, ça c'est un chien. Ça c'est une banane. Et l'idée, c'est d'être capable, pour l'ordinateur, de reconnaître ces chats, ces chiens-là dans les images. Et personne n'avait atteint la barre du 25% d'erreur. Personne n'était descendu en dessous de ça. OK. Et Hinton sont arrivés avec leur réseau de neurones, disons, à plusieurs couches, des couches cachées. Et donc, c'est un réseau qui avait, je crois, 600 000 paramètres, ou 60 millions de paramètres libres. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de paramètres. C'est du calcul extrêmement intense que ça prend. Oui, on ne fait pas ça à mitaine. Non. Ouais. Et les GPU sont venus jouer un rôle essentiel. Donc, c'est vraiment... Bon, il y a eu de l'innovation du côté algorithmique parce que là, on avait les réseaux profonds à plusieurs couches qui ajoutaient la capacité du réseau à faire des abstractions supplémentaires. Mais pour mettre en œuvre ça, on avait absolument besoin d'une capacité de calcul et c'est les GPU qui ont été la clé dans tout ça. Ah oui. Donc, compagnie NVIDIA, entre autres, qui, à l'époque, était concentrée dans le secteur du jeu vidéo exclusivement, ou à peu près. Puis tout à coup, ça s'est retrouvé en recherche. Exactement. Tout à coup, là, il y a des chercheurs qui se sont dit « Ah, bien ça, c'est intéressant, ça, c'est un engin là, que je pourrais utiliser pour accélérer mes calculs qui sont de toute façon parallèles. » Donc, ça a dû se traduire par un gain en recherche important à cette époque-là? Oui, tout à fait, parce que là, c'était vraiment, dans mon cas, les calculs passaient on avait des facteurs d'accélération qui allaient jusqu'à 1000 fois. Donc, un calcul qui prenait normalement 1 heure
pouvait maintenant en prendre quelques secondes. Et? Donc, dans un environnement clinique, ça fait toute une différence. Mais c'est sûr. Donc, un algorithme que tu ne pouvais pas déployer en clinique parce qu'il était trop lent, bien qu'il soit supérieur à un autre en termes de qualité du résultat final, là, ça devenait possible. Donc, ça a été ma première expérience avec le monde de l'intelligence artificielle, on peut dire ça comme ça, là, c'est très éloigné, mais je veux dire, la capacité de calcul est essentielle à ce qu'on arrive à faire aujourd'hui avec Puis là, tu es à quelle place dans ton parcours universitaire? Commencer à jouer ensuite, avec ces c'est ça. CPU? C'est que là, j'ai été physicien médical et là, j'ai été amené aussi à voir toute la donnée, la richesse de la donnée qu'il y a dans le milieu médical, cette mine d'or-là. Et là, il y a des fils qui se sont touchés dans mon cerveau. Puis j'ai dit, bon, là, ça serait peut-être important qu'on essaie de structurer ça et exploiter ça un peu mieux parce qu'il n'y a personne qui s'est intéressé à ça tant que ça, de venir... Il y a plein de données, mais il n'y a personne qui s'intéresse vraiment à la structuration de ces données-là. Structuration et même la valorisation, ultimement. Donc, les opérations d'un hôpital, il faut que ça roule. Donc, les gens qui prennent le temps de prendre un pas de recul puis de dire... Bon, là, voici, on a ça. Comment on pourrait valoriser ça pour prendre des meilleures décisions, pour optimiser nos processus, etc. Donc, c'est comme ça que je me suis intéressé à la donnée dans le milieu médical, en gérant aussi des bases de données, en mettant en place des pipelines qui allaient automatiser certains processus. Parce que moi, je voyais des chercheurs aller dans les dossiers cliniques, puis aller chercher des chiffres ou des résultats de laboratoire un peu à la main, transcrire ça dans une base de données. C'est un truc qui est complètement contre-productif, à mon avis, mais c'est des choses qu'on voit couramment dans le milieu médical. Oui, c'est ça. Alors qu'on peut simplement écrire une petite ligne à SQL, là, qui est un langage SQL qui sert à interroger des bases de données et faire le même travail que quelqu'un prendrait une semaine à faire en quelques secondes. Donc, c'est un peu ça aussi. C'est pas pire comme gain en efficacité. C'est très bon gain en efficacité. Puis là, présentement, ce qu'on sent, c'est qu'il y a un amalgame. Les gens disent « Ah, ça, c'est de l'intelligence artificielle. » Non, ça, c'est juste l'intelligence d'affaires, d'aller chercher la bonne donnée à la bonne place. C'est de l'intelligence, point. Là. Oui, mais les gens, il y a des amalgames qui sont faits présentement, puis ça, à certains égards, dans certains milieux, ça, c'est considéré comme de l'intelligence artificielle. Ça, c'est... Ouais. Ben, ça fait partie, je pense, du problème avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on la définit peut-être pas suffisamment. Il faudrait juste définir, d'une part, c'est quoi qui est considéré comme étant de l'intelligence naturelle ou une forme d'intelligence technologique ou de gestionnaire. Puis après ça, on dira la couche supérieure, ça sera de l'intelligence artificielle, mais d'abord, définissons, c'est quoi l'intelligence commune, là. Tout à fait. Donc, ma définition, c'est vraiment quand il y a un apprentissage à partir de données, il faut qu'il y ait quand même de données qui nourrissent ça. Et il y a un apprentissage qui est fait. Donc, quand c'est simplement des processus déterministes où on va chercher une donnée qu'on sait être la bonne pour la ramener dans un autre système, c'est pas de l'intelligence artificielle. Donc, il n'y a pas de processus d'apprentissage en jeu. C'est sûr que c'est un thème qui est... c'est ça, là. C'est très trendy, c'est très... c'est devenu fourre-tout aussi. C'est très tendance, c'est très fourre-tout, puis tout le monde veut bien se prétendre à l'utiliser, la commercialiser surtout. Donc, il faut être prudent, entre autres, pour quelqu'un comme toi qui s'y intéresse sérieusement. Donc, ton parcours, c'est ça. Tu commences dans ce champ-là. Tu fais la transition entre le médical, tranquillement, les GPU. Puis, ça te mène, tu es rendu à quelle époque dans ton cheminement rendu là? Ben, le grand tournant, ça a été en 2017 quand j'ai participé aux travaux de Pulsar. Aux travaux préparatoires, il y avait des grands chantiers sur la gouvernance des données, sur les déterminants de la santé, sur la gestion des données. Et j'ai participé à pas mal de ces ateliers-là qui impliquaient plusieurs dizaines de chercheurs là, et d'autres acteurs du milieu de la recherche. Et c'est Carole, Carole Artounori à LTI qui a dit « Tu t'es impliqué beaucoup, est-ce que ça te tenterait de t'impliquer encore plus dans Pulsar? » Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'écosystème que ça prenait pour pouvoir faire de la science des données. Non pas seulement l'IA, mais tout ce qu'il y a avant l'IA. Et je pourrais en parler longtemps, ça peut-être un petit peu plus tard, mais c'est un monde en soi et c'est une bête assez difficile à apprivoiser parce que ça va heurter les façons de faire de certains chercheurs. C'est une petite révolution, là. Et c'est pas nous, à Pulsar, qui disons ça. C'est pas moi qui dis ça. C'est les gouvernements qui commencent à dire, écoutez, là, on vous donne de l'argent pour générer de la donnée en recherche. Mais cette donnée-là, elle ne vous appartient pas nécessairement. C'est un bien un peu collectif. Un bien commun, oui. Exactement. Donc là, c'est pas tout le monde qui comprend ça de cette façon-là.
En Europe, ils sont assez en avance. Les nouveaux projets Horizon 2020, qui est un gros programme de financement de la recherche en Europe, demandent à ce que, les publications soient en accès ouvert. Ça fait assez longtemps que c'est le cas. Et demandent aussi à ce que les données soient par défaut ouvertes, les données qui ont été générées par des projets de recherche. Et évidemment, on peut faire ce qu'on appelle un mécanisme de opt-out, où on peut dire, non, mes données sont trop sensibles, je ne peux pas m'en aller dans cette voie-là, et c'est aussi acceptable. Mais par défaut, on s'attend à ce que la donnée qui est générée par des deniers publics soit publique, effectivement. Ben oui. Puis, changer la façon de faire des chercheurs, est-ce que c'est un... ça me semble évident comme question, mais ça me semble pas simple de faire changer une institution qui, typiquement, ne change pas très vite. Là. Exactement. Donc, on se heurte à un milieu très conservateur qui est habitué de fonctionner d'une certaine façon. Là, il faut faire comprendre certaines choses. C'est une autre philosophie, une philosophie plus axée sur le partage de la donnée aussi. Donc, il y a beaucoup de travail à faire de pédagogie par rapport à ça, par rapport justement aux bonnes pratiques qu'on devrait utiliser quand on génère de la donnée. Je peux générer de la donnée, me faire un fichier Excel, nommer mes variables comme bon il me semble. mais je serais curieux d'aller mettre le nez dans des fichiers Excel de certains... On peut avoir des belles surprises. On peut avoir de très belles surprises. Mais l'idée, c'est que cette donnée-là ne meurt pas. La donnée qui a coûté cher à générer, produire, si elle termine sa vie dans un fichier Excel sur le portable d'un étudiant qui va éventuellement passer à autre chose, puis il va éventuellement envoyer son portable au centre de Alec au centre, cette donnée-là, elle est morte. Okay? Donc là, on demande aux chercheurs, en fait, je peux peut-être décrire la politique fédérale qui s'en vient, qui va être mise en application progressivement à partir de 2021. Une politique sur la gestion des données de recherche en 3 piliers. Premier pilier, les chercheurs devront déposer un plan de gestion de données. Je pourrais revenir un petit peu plus tard là-dessus. Les institutions devront avoir une politique institutionnelle sur la gestion des données de recherche. Et les institutions aussi devront fournir des dépôts de données à leurs chercheurs pour qu'ils puissent justement déposer ces données-là au même titre qu'on offre des dépôts pour les écrits scientifiques présentement. Puis un plan de gestion, à quoi on s'attend des chercheurs? Bien, justement, là, le plan de gestion, c'est de dire, moi, je vais prendre mes fichiers, mes données, je vais les mettre dans un fichier Excel, je vais mettre ça sur Dropbox, puis c'est ça. C'est un plan de gestion qui ne va pas nécessairement passer la barre du peer review. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'éventuellement, ces plans de gestion-là, de données, vont être évalués au même titre que le projet. Donc, on a beau avoir un beau projet, bien ficelé, si notre plan de gestion de données est un peu tout croche, ça passe. Ça fait partie de la qualité du projet en tant que tel. Exactement. C'est un peu comme l'approbation des pairs, finalement, sur la méthode de communication des données. Exact. Donc là, ce qu'on s'attend de voir, probablement, on est au balbutiement de ça. Mais on va vouloir que le chercheur qui utilise, par exemple, je recueille ton taux de cholestérol dans mon il est très bon. Il est sûrement excellent. Et je peux me faire une colonne dans mon fichier Excel que je vais appeler taux de cholestérol. Okay? Mm-hmm. Mais ce qu'on veut, en fait, puis je pourrais parler des principes FAIR tout à l'heure, c'est qu'on veut que cette donnée-là devienne interopérable. C'est-à-dire qu'on veut que des engins, des machines puissent moissonner cette information-là automatiquement sans qu'on ait rien à faire. De la même façon que Google indexe le contenu, l'ensemble du contenu web sans que personne n'ait rien à faire. Là, on veut aussi que la donnée soit découverte de cette façon-là. Okay. Mais pour qu'elle soit découverte de cette façon-là, il faut qu'on y attache un identifiant sémantique, il faut qu'on ajoute de la sémantique. Donc là, dans ton cas, je peux l'appeler taux de cholestérol, la variable. Okay? Je peux l'appeler comme je veux. Mais si l'important, c'est s'il y en a un qui la nomme différemment, là, ça n'avance plus. Là. Exact. Et c'est là qu'interviennent les terminologies, les vocabulaires contrôlés. Et il y a des organismes, des autorités canadiennes, internationales qui disent, quand vous parlez de résultats de laboratoire, là, vous devriez utiliser cette nomenclature-là, ce vocabulaire contrôlé-là. Et par exemple, c'est low Inc en anglais pour ce qui est des résultats de laboratoire. Donc là, il y a un numéro unique qui dit, voici, ça c'est un taux de cholestérol qui est mesuré de telle façon. On réfère de façon non ambiguë à ce concept-là. Et si tout le monde utilise ce concept-là, ensuite, les jeux de données deviennent interopérables. Moi, ensuite, je peux appuyer sur un bouton et jumeler mon jeu de données avec un autre qui aura utilisé le même vocabulaire. Et ça fait en sorte qu'on peut facilement faire de la science des données
à très grande échelle en utilisant ça. C'est super intéressant. Ça reprend des concepts classiques là, du langage, point. Là. C'est-à-dire que ça prend un vocabulaire commun si on veut éventuellement partager des idées communes. Sinon, si on n'a pas le même vocabulaire ou pas le même sens rattaché au vocabulaire en question, on ne peut plus se comprendre, Exact. on ne peut plus communiquer. Je pense pas que j'ai prononcé le mot ontologie, mais toi qui viens du milieu de la philosophie, l'ontologie, c'est un concept probablement que tu connais. Ben, il faut le mentionner, c'est sûr. Exact. Et on utilise ce terme-là. Et quand on utilise ce terme-là avec des chercheurs, les chercheurs font « De quoi tu parles? Ontologie? » Parce que si on va sur la page Wikipédia d'ontologie, ce qu'on voit, c'est un concept philosophique qui réfère à l'être en tant qu'être ou je ne sais quoi. Tu sais. Oh, oui. Bon, OK. Mais une ontologie, c'est quoi? C'est des concepts qui sont reliés entre eux avec des relations, tout C'est simplement. ça. Et c'est ce qui permet ultimement à la machine de comprendre à quoi elle a affaire. Okay? Donc là, elle voit taux de cholestérol, OK? Ça, elle ne comprend pas. Mais ça, elle voit, OK, c'est tel numéro d'ID dans tel vocabulaire contrôlé qui, lui, est relié. OK, ça, c'est un test de laboratoire qui est de telle famille de classes. Là, la machine comprend tout à fait à quoi elle a affaire sans qu'il y ait un humain qui soit intervenu. Donc là, on ajoute de l'information sémantique avec notre jeu de données. Parce que la donnée, toute seule, ton taux de cholestérol, tout seul, si je te donne, tu me donnes 10 valeurs, ça n'a pas beaucoup de valeur. Non, c'est sûr. Si tu me dis que c'est un taux de cholestérol qui a été mesuré de telle façon, là, ça devient intéressant. Okay? OK. Là, ça devient pratique pour la recherche. Et on veut tendre vers ça. On veut que les chercheurs commencent à utiliser ces façons de faire-là, comme je l'ai dit, qui demandent quand même plus d'efforts au départ parce que c'est bien plus facile de faire une feuille Excel, d'écrire le taux de cholestérol, puis d'écrire les chiffres, puis de publier l'article après, puis après ça, On ferme les livres, puis c'est fini. Mais il faut qu'il y ait quand même des incitatifs dans le système de la recherche, parce que si le but de la recherche, c'est juste de faire ça rapidement, de publier, puis qu'il n'y a pas d'incitatif derrière ça pour leur demander de faire un effort supplémentaire. Là. Tu demandes à des gens qui sont assez conservateurs, qui sont routiniers, de faire un effort supplémentaire. Il faut qu'il y ait une récompense, une pomme, une carotte. Oui, une excellente remarque. Et la carotte, elle est là. Elle est prévue. Okay? Aujourd'hui, on mesure notre valeur scientifique par le nombre d'articles qu'on a produits et les citations vers ces articles-là. Donc, si je vais sur ma page Google Scholar, là, je vois que j'ai 1190 citations. Bon, bravo. Sauf que on peut citer divers types d'objets et on va pouvoir citer, et on peut déjà citer des jeux de données. Okay. Donc, moi, si j'ai pris beaucoup de mon temps à nettoyer un jeu de données, le rendre sémantiquement compréhensible pour une machine et que d'autres l'utilisent, ben, ils vont citer ce jeu de données-là et ça va me donner une citation au même titre qu'une citation vers un article. Donc, on va reconnaître la valeur de mon travail, de mes efforts à avoir constitué ce jeu de données-là. Et ça va être ma récompense, ça va être cette citation-là. Donc, il y a un organisme qui s'appelle datasite.org qui s'assure que ça se mette en œuvre. C'est intéressant comme carotte. Tu parlais des défis de la recherche. Tu disais d'abord les chercheurs devront faire un plan de gestion. Tu as parlé d'une politique. C'est une politique que les institutions qui font de la recherche devront produire? Exactement. Puis on est là-dedans. À l'Université Laval, il y a un comité institutionnel sur la gestion des données de recherche auquel je participe. Et là, en fait, la politique, elle devait être mise en œuvre en 2019, ça a retardé, il y a eu les élections, là, ça devrait être au printemps, mais on peut difficilement écrire une politique institutionnelle avant que la politique officielle soit sortie. C'est sûr. Donc, elle est sûrement dans les tiroirs quelque part. Là. Exact. On attend ça. Et il y a eu beaucoup de plaintes, en fait, des universités, parce qu'évidemment, quand le fédéral, comme ça... Retarde? Élabore une politique, okay. Ils vont consulter. C'est une bonne chose. Et là, ils ont consulté les universités. Les universités ont dit, OK, un dépôt de données. Très bien, mais ça coûte des sous, ça. C'est pas gratuit d'héberger de la donnée comme ça. Donc, ça a été le principal commentaire qu'ils ont reçu par rapport à ça. On est prêt à la mettre en place, même à mettre une politique, mais donnez-nous de l'argent pour mettre en place les infrastructures. Exactement. Et là, je ne sais pas quelle tournure ça va prendre. OK, donc un plan de gestion, une politique institutionnelle, puis dépôt de données, à quoi ça pourrait ressembler? Bien, ça pourrait ressembler à Pulsar. C'est exactement ça. Je pense qu'à l'Université Laval, on est bien positionné justement à cause de Pulsar parce que là, on a notre contenant, on a travaillé le côté éthique de ça pour de la donnée sensible. Donc, si on a réussi à
taper la trail, comme on dit, pour la donnée sensible, un chercheur qui arrive avec sa collection de roches, ça va être déjà plus facile. Okay? Mais on a les capacités. On a fait le morceau le plus difficile en premier, les données de la santé, les données sensibles. Donc là, je pense qu'on est en mesure, avec Pulsar, qui va accommoder tous les projets en santé, mais avec le petit cousin Valeria, qui est aussi une offre, un bouquet de services pour les chercheurs qui font de la science des données, va pouvoir accommoder toute la communauté qui ne fait pas nécessairement de la santé durable et qui ne correspond pas tout à fait à la philosophie Pulsar. Donc, l'idée, c'est de pouvoir accommoder l'ensemble des chercheurs de la communauté ULaval, mais au-delà de ça aussi. Donc, on va pouvoir offrir ces services-là et notre expertise ailleurs, au-delà du campus. OK, très bien. On voit bien où ça peut s'en aller, tout ça. Des données, produire des données, s'assurer de la qualité de ces données. Tu as parlé des données sensibles. Ça me permet de faire le pont vers les problèmes éthiques et sociétaux plus précis. Bon, on en a déjà abordé quelques-uns déjà. Mais parmi les problèmes éthiques et sociétaux plus spécifiques, j'ai assisté à quelques conférences que tu as pu donner. Tu abordes souvent des thèmes qui sont récurrents, entre autres la question du consentement des données ou ce que tu appelles le méta-consentement. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant en recherche? Il faut peut-être faire la mise en contexte, c'est que présentement en recherche, quand je fais un projet de recherche, je vais écrire un consentement qui est spécifique à ce projet-là. C'est vrai. Donc, ce qui fait que les données collectées pendant ce projet-là pourront être utilisées pour ce projet-là seulement. Ça, c'est vraiment le cœur de la recherche. Pour avoir étudié, entre autres, l'éthique de la recherche, dès qu'on parle de comité d'éthique, là, c'est toujours le consentement, là, c'est quasiment le cœur, sinon l'essentiel du traitement du bon traitement qu'on peut donner de notre participant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un consentement qui est suffisamment libre et éclairé, à la limite, on peut faire à peu près n'importe quoi en recherche. Donc, il faut s'assurer que notre participant a consenti, a bien compris c'est quoi le projet, puis idéalement, il a compris, puis il finit par signer son consentement, puis on peut utiliser les données. Pour la portée du projet. Donc, on ne peut pas s'éloigner. Si notre projet, c'était de tester s'il y a une corrélation entre telle variable et telle variable, on ne peut pas s'éloigner de ça et inventer d'autres hypothèses en cours de route. Donc, même si dans le premier projet de recherche, on a pris son taux de cholestérol, si je fais un autre projet de recherche, je ne peux pas reprendre ces données-là de son taux de cholestérol s'il n'est pas consenti à l'ensemble des projets que je pourrais faire dans ma vie. Il est juste consenti à un projet. Exactement. Et ça devient contre-productif à l'ère des données massives de procéder comme ça, parce que là, on se rend compte du gaspillage de cette donnée-là qui pourrait servir à d'autres projets, mais comme le consentement n'a pas été fait dans cette optique-là, ça devient extrêmement difficile de travailler. Donc, c'est pour ça qu'on pense qu'une nouvelle façon de consentir, un consentement un petit peu plus large, pourrait être une avenue qui pourrait aider les chercheurs tout en respectant le désir des participants et leur capacité à gérer leur consentement selon leurs préférences. Donc, le méta-consentement, il s'inscrit, en fait, je dirais, dans l'esprit du RGPD européen, donc le Règlement général sur la protection des données, où là, on veut redonner aux citoyens un plus grand contrôle sur ce qui advient de ces données, l'utilisation qui en est faite. Et aussi dans la Charte numérique du Canada, là, qui a les systèmes 3 et 4 qui concernent le contrôle des données et la transparence. OK. Et le méta-consentement, c'est exactement ça. C'est qu'on veut donner le pouvoir aux participants de choisir un peu les finalités pour lesquelles il est en accord. Donc, on pourrait dire, par exemple, on veut utiliser vos données de taux de cholestérol pour de la recherche en santé, disons, en général. Okay? Pas simplement un projet de recherche spécifique. Les gens peuvent souscrire à ça ou pas, mais l'idée, ce serait peut-être de développer une matrice de décision où là, la personne pourrait dire bon, voici des catégories de données. Donc, taux de cholestérol, bon, plus ou moins sensible, OK, mais d'autres génétiques, plus sensibles. Donc, on pourrait catégoriser les variables de cette façon-là. Et de l'autre côté de la matrice, on pourrait avoir des finalités. Par exemple, recherche dans un milieu académique avec des chercheurs au Québec ou au Canada. Recherche internationale, recherche avec l'industrie pharmaceutique. Et là, le citoyen, le participant pourrait décider dans cette matrice-là qui veut
d'emblée consentir. Donc, venez pas me voir. Si c'est pour de la recherche au Québec avec mon taux de cholestérol, allez-y, j'ai aucun problème. C'est bon. Dans certains cas, ils pourraient dire, oh là, s'il y a l'industrie pharmaceutique, j'aimerais ça être consulté au cas par cas les projets, puis je donne mon accord au cas par cas. Ou s'il y a l'industrie pharmaceutique avec mes données génétiques, ben là, c'est un non, venez même pas me demander, ça va être non d'emblée. OK. Et ça, c'est un modèle qui a été étudié à Sherbrooke, entre autres, là, par un groupe de chercheurs là-bas qui ont fait des travaux très intéressants sur le sujet. C'est un modèle qui est encore au niveau embryonnaire, dans le sens qu'il faut encore faire de la recherche pour voir l'acceptabilité sociale, comment on opérationnalise ça aussi dans un projet comme Pulsar, par exemple. Est-ce que c'est un bon modèle? Donc, on est encore dans le secteur de la recherche pour ça. Mais c'est intéressant parce que j'imagine que le but, c'est idéalement d'avoir des participants qui consentent au plus grand spectre possible de recherche Oui, tout à dans le fait. domaine. C'est-à-dire que je lègue mes données, tout ce qui me concerne. S'ils pouvaient dire, je cède tout ce qui est de mes données pour des recherches en santé, point, bien là, tout à coup, il vient de faire un don important à la recherche en général en santé. Oui, mais là, il faut être quand même conscient que le consentement libre et éclairé, c'est là que c'est là que ça joue. Là. C'est là que ça joue. Là, c'est est-ce que tous les gens vont comprendre ce que ça implique de dire oui à un truc aussi vaste et générique que la santé? Et c'est là qu'il faut s'assurer qu'il y a une bonne compréhension. Mais je pense qu'en contrepartie, l'idée, c'est de donner aussi aux participants le pouvoir en tout temps d'aller modifier ses préférences, de se loguer sur un site web et d'aller changer ça selon son humeur. Ça prend quand même une structure pour pouvoir mettre à jour cette information-là. Exact, aussi, c'est là. ça qu'on veut. Quand on donne le contrôle aux citoyens, on veut lui redonner ce pouvoir-là de contrôler avec qui il partage ses données et comment et quand. Puis un contrôle qui est ajustable en cours de route. Là. C'est-à-dire que le participant peut dire, bon, j'ai dit oui au début, mais tu sais quoi, le pharmaceutique, j'ai vu ce qu'ils ont fait dans tel domaine, puis je voudrais retirer mon consentement pour ce type de... Exact. Donc, ça serait modulable comme ça. Et pourquoi je dis que c'est encore au niveau recherche? Parce que tout ça, il y aura peut-être certaines couches de la population qui sont plus sensibles à certains enjeux, donc qui vont créer des biais dans les jeux de données parce qu'ils se sont retirés en masse, par exemple, de certains projets. Donc, tout ça, il faut aussi l'explorer. Mais je pense que globalement, ce qu'on voit à Pulsar, entre autres avec le projet Nutri-Québec, qui demande aussi aux participants, voulez-vous que vos données sur votre nutrition, sur vos habitudes alimentaires, servent aussi à d'autres projets? On a un taux de conversion d'à peu près 90% de gens qui disent oui, utilisez-les pour d'autres projets. Donc, je pense qu'il y a une acceptabilité sociale assez grande pour ce genre de choses-là, mais ça reste à vérifier. C'est qui à Sherbrooke qui fait ces travaux-là? As-tu le nom de l'équipe? Annabelle Cumine, je crois, qui a exploré ça. C'est quand même vraiment intéressant. Ça se rapproche quand même beaucoup de... Je devance un peu la fiducie de données, là, finalement, là, où est-ce qu'il y a comme vraiment un groupe qui est propriétaire des données puis qui a un objectif ultime d'atteindre quelque chose, puis toi, tu donnes ton consentement à travers ça. Exact. En fait, tous les modèles de gouvernance des données sont à revoir, je crois. La donnée qui est gérée dans le système public. Là, on voit, l'Institut national de santé publique a de la donnée qui est un peu sa donnée. Le ministère de la Santé en a d'autres qui est un peu sa donnée, mais il y a des chasses gardées, il y a des enjeux légaux extrêmement importants aussi. Il y a la Commission d'accès à l'information dans tout ça aussi qui a un rôle à jouer. Toute la tradition juridique du Québec, au final, finit par transparaître dans la façon qu'on a de gérer nos données ici puis les protéger. Quand on regarde dans le reste du Canada, un petit peu plus de liberté. Ah oui? Au niveau de... Oui, tout à fait. Là. Sur l'utilisation des données? Sur l'utilisation et sur la définition même presque de renseignement personnel. Moi, je ne suis pas juriste, là, mais je pourrais peut-être vous référer à des amis juristes qui pourraient vous en parler plus longuement, mais le problème, c'est que, supposons qu'on est en Ontario, j'ai un jeu de données, et là, si j'enlève le nom et les identifiants principaux de cette donnée-là, la donnée ne devient plus du renseignement personnel. Donc, je peux la prendre, l'envoyer à un chercheur, c'est de la donnée qui est considérée comme complètement anonyme, puis c'est correct. Au Québec, cette donnée-là, même si on enlève les identifiants, ça demeure du renseignement personnel et il y a des implications légales à ça. Donc, c'est vraiment... Si on remonte, là, on est dans deux systèmes juridiques différents, donc le Code civil versus le Common Law.
Et ça a ce genre d'implication-là. Mais comme je vous dis, je ne suis pas juriste, mais ça va me faire plaisir de vous référer à des amis juristes qui pourraient vous en parler pendant des heures. C'est intéressant parce qu'il y en a plusieurs qui qualifient la donnée là, du pétrole, du nouveau pétrole. De commodité, oui. Donc, c'est intéressant, c'est-à-dire que ça joue sur le concept même de propriété. Il y en a plusieurs qui ont de la difficulté à partager. C'est ce que je vois, là, même dans des institutions qui sont publiques, c'est leur chasse gardée. Ils ont leur lot de données. En même temps, c'est la loi qui leur prescrit ça. Donc, eux, ils font juste appliquer la loi. C'est pas nécessairement des chasses gardées. La loi leur prescrit ça pour protéger la donnée, la confidentialité. C'est quoi qu'on essaie de protéger? Il y a la loi, il y a l'interprétation de la loi, toujours. Donc, c'est la façon qu'on l'interprète, là, parfois, qui peut favoriser certaines situations ou d'autres. Mais là, on est dans une situation, je crois, au Québec, un point de rupture où là, la donnée, en fait, dans les établissements et tout ça, voyage très mal. Donc là, on est en train de causer plus de tort que de bien en laissant cette donnée-là en silo, alors qu'elle devrait voyager facilement pour qu'on puisse donner des soins de qualité. Moi, si j'étais médecin, j'aimerais bien avoir l'historique complet. D'où vient mon patient? Mais là, présentement, le dossier, mon dossier au CHUL, puis mon dossier à l'UCPQ, ils ne se parlent pas. Très intéressant. Tout à l'heure, David parlait de fiducie. Qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on parle de fiducie de données? Ça, c'est un concept qui est emprunté au monde de la finance, là, où là, les politiciens qui s'en vont, les financiers ou les PDG qui s'en vont en politique, ils mettent leurs avoirs en fiducie. Hein? Oui, donc, c'est-à-dire entre les mains de personnes qui veulent le bien de cet argent-là. Qui sont autonomes, qui n'ont pas de parti pris. Exact. Donc, c'est un peu la même chose avec fiducie sans droit de regard, c'est comme ça. Un blind trust. Exact. Donc, dans le domaine des données, ça pourrait être un modèle de gouvernance qui pourrait être intéressant aussi. Et je crois qu'il y a des expériences à Toronto qui ont lieu présentement à cet égard-là. En Ontario en général, où là, c'est ça, c'est qu'il y a un groupe de personnes, de citoyens qui décident pour certaines finalités si c'est une bonne chose ou pas pour les données, d'être valorisées de cette façon-là par l'entreprise privée, par des chercheurs, etc. Donc, c'est un modèle parmi d'autres. Confier nos données à un groupe de personnes, d'experts qui seraient assez neutres, bien intentionnés, c'est ça? C'est tout un défi, à mon avis. Surtout dans le choix, hein, qui va en faire partie, à qui on confie ces données. Que tout le monde a son agenda caché aussi, souvent. Là, donc, ça devient extrêmement complexe. Est-ce que c'est un bon modèle? J'en suis pas convaincu, mais c'est un terme qu'on entend de plus en plus. Mais on est encore au niveau de l'expérimentation. On est toujours au niveau de la recherche. On teste ces nouveaux modèles-là parce qu'on n'a pas le choix. Il faut s'adapter. Et présentement, le statu quo n'est pas vraiment acceptable, je crois, dans la gestion des données de recherche, mais de la donnée en général. Puis en santé, en ce moment, la donnée, c'est qui en est propriétaire? Qui a le plus de données en ce moment, là? C'est entre les mains de qui? Quelle institution? Si on ne la partage pas, j'imagine que. Oui, c'est une bonne question. Bon, la donnée qui appartient à l'établissement, donc quand je vais faire un taux de cholestérol au CHU, ben, je pense que cette donnée-là, le CHU en est propriétaire, même si moi, j'ai le droit d'y accéder. Mais c'est le CHU qui en est responsable. Mais les grands propriétaires de données en santé, c'est qui? Ben, le ministère de la Santé et des Services sociaux. Il y a la Régie de l'assurance maladie du Québec aussi qui en a beaucoup. Donc, tout ce qui est, par exemple, les hospitalisations, c'est de la donnée qui est générée au niveau des établissements, mais qui, éventuellement, est fédérée au niveau de la RAMQ. Donc, ça, c'est de la donnée extrêmement riche. Des données de surveillance, ça, c'est plutôt à l'Institut national de santé publique. Les programmes de dépistage, par exemple. Le dépistage, programme québécois de dépistage en cancer du sein, cette donnée-là, pour des fins de surveillance, est hébergé à l'Institut national de santé publique. Donc, ces joueurs-là sont, disons, propriétaires, entre guillemets, de mines d'or de données. De mines d'or, oui. Puis chacun veut garder cette petite mine d'or. C'est pas qu'ils veulent garder chacun sa mine d'or. C'est pas ça. Il y a une ouverture très grande de chacun de ces organismes-là de valoriser ces données-là et se donner la capacité de le faire. Présentement, ce qui empêche de faire ça, c'est les lois. Et même les lois constitutives de ces organismes-là. Il y a une SPQ, par exemple, n'a pas un mandat de recherche, un mandat de surveillance. Donc là, est où la ligne entre la surveillance et la recherche? Là? C'est pas toujours clair. Mais si c'est de la recherche, c'est pas dans son mandat. Donc, elle ne peut pas faire ces activités-là.
même si elle a plein de données puis elle peut faire des choses extrêmement intéressantes, son mandat, c'est de faire de la surveillance. Donc là, c'est vraiment dans les lois ou les décrets constitutifs là, qui ont mis ces entités-là en place qui empêchent à certains égards l'utilisation des données. Très intéressant. Écoute, je voulais parler dans la conférence à laquelle j'avais assisté, tu parlais de la vallée des désillusions. Donc, il y avait une espèce de critique là, de ce qui s'en venait, c'est-à-dire qu'en intelligence artificielle, production de données, tout ça, ça vient par vague. Là. On a déjà eu quelques cycles, je dirais. En ce moment, tu penses qu'on est dans quelle partie du cycle? Est-ce qu'on est en ascension? Est-ce qu'on est stagnant? Est-ce que ça risque de décroître et pourquoi? Si je prends, ça c'est la firme Gartner qui fait cette courbe-là. Elle appelle C'est ça quoi ça, la firme Gartner? Gartner, je pense que c'est une firme peut-être de consultants là, ou d'une firme qui regarde... Principalement avec les emplois, beaucoup. Ouais. En tout cas, un de leurs volets à Québec, là, c'est beaucoup finalement du job libre, des affaires de même, le Monster. Puis c'est beaucoup, mais de l'autre côté, parce que je suis une entreprise, puis je peux voir les candidats disponibles, le type de CV qui est disponible. OK. Mais ils font cet exercice-là chaque année. Ils appellent ça leur hype cycle. Donc, ils voient, c'est une courbe vraiment qui... Effectivement, il y a une espèce de grand pic au départ. Et là, graduellement, on se dirige vers une vallée des désillusions et tranquillement, on se redirige dans un horizon plus lointain à ce qu'on appelle le plateau de la productivité, où là, la technologie devient mature. Okay. Et si on regarde en 2018, là, on avait la technologie apprentissage profond qui était au sommet du pic. Là, en 98? Non, en 2018, excusez-moi. Il semblait que c'était plus... il y a 2 ans, on était au pic de cette enflure-là. Et là, on est tout juste là, sur le bord du précipice. On se dirige vers la vallée des désillusions. Là, on a vu des investissements massifs des gouvernements du Québec. Oui. Important, c'est des centaines de millions de dollars qui ont été investis en intelligence artificielle. Donc là, on met des millions. Moment, là, tu dis intelligence artificielle puis ils te lancent de l'argent d'en face. Exactement. Il y a eu beaucoup d'excitations ministérielles reliées à ça. Là, même le ministère de l'Éducation aussi, là, si tu avais des projets de deep, c'était comme c'est de l'argent. Exactement. Donc, c'est ça. Là. Quand on parle d'enflure, on est dans ce mode-là présentement. C'est un fourre-tout un peu, comme on l'a dit plus tôt. Et la vallée des désillusions, c'est le retour sur Terre. Okay? Là, il y a beaucoup de promesses. L'IA, ça va faire ci, l'IA, ça va faire ça. Là, les gens écrivent ça dans leur demande de subvention. On va utiliser l'IA pour faire ça. Okay? Ouais. Point. Mais ils ne sont pas capables de décliner vraiment ce qu'ils vont faire. Ils ne savent même pas vraiment ce qu'ils vont faire non plus souvent, mais ils ont mis le mot intelligence artificielle, puis c'est ça que les gens veulent voir. C'est sûr. Exact. Et là, cette ballonne-là va dégonfler plus ou moins rapidement. Donc là, le gouvernement investit, mais le gouvernement va éventuellement dire OK, qu'est-ce que ça a donné, ça? Où est-ce qu'on en est là? Il y a des trucs qui auront maturé, des trucs qui auront fait patate, probablement. Puis c'est normal, c'est pas propre il faut essayer, oui. Exact. C'est pas propre à l'IA, ça. Là. Je veux dire, toutes les technologies passent par ce cycle-là. C'est vrai. Donc là, peut-être qu'on est dans un cycle extrêmement peut-être exagéré parce que c'est tellement gros et là, on a tellement de promesses liées à ça. La raison, ça va déballonner un peu puis ça va s'ajuster sur la réalité. Là. Entre autres, pourquoi? Qu'est-ce qui va contribuer à ça? C'est que là, on se dirige vers la vallée des désillusions parce que là, les startups, ils veulent bien là, faire de l'IA, mais ils se rendent compte que la donnée n'est pas évidente à trouver, là, puis elle n'est pas évidente à accéder. Puis, oui, pas de bonne qualité aussi. Elle n'est pas de bonne qualité. Puis là, OK, on a mis beaucoup d'argent dans la valorisation puis dans l'IA. Peut-être pas beaucoup en amont. Là où moi, je m'intéresse là, à améliorer les choses. À justement avoir de l'infrastructure de qualité, enforcer certaines règles par rapport justement à la documentation de la donnée, par rapport à sa qualité. Et là, peut-être qu'on aura un retour du balancier, puis les gens qui sont intéressés plus aux infrastructures auront peut-être plus de moyens pour réaliser ce qu'ils ont l'intention de réaliser. Justement, il me semble que j'ai vu André de Gartner, entre autres, que dernièrement a posté, il me semble que c'est André, que la job actuellement qui est le plus en vogue pour janvier, c'est data engineering. Exactement. Ça commence à venir. Oui, l'ingénieur de données. C'est vraiment là, la job de bras que ça prend pour mettre les tuyaux en place, la tuyauterie, pour que la donnée elle se rende à la bonne place puis de façon propre. T'sais, on ne veut pas nourrir l'IA avec des égouts. Là. On veut que ça soit de la belle donnée de qualité. Donc, ça prend de la tuyauterie. C'est super intéressant. C'est comme si on avait quelques pas, on avait marché un peu trop vite. Là. On avait pris un peu d'avance, puis... la donnée qui est là, qui est utilisée, n'est pas suffisamment de qualité. L'intelligence artificielle qui sort de là est le fruit de cette donnée-là. Donc, il faudrait faire
quelques pas de recul, ou reculer un peu en arrière pour dire, on va prendre le temps de vraiment mettre en place une infrastructure de qualité pour produire une donnée qui est partageable, qui est de qualité. Oui, exactement, parce que les Qui projets est d'IA, disponible. projets d'IA qu'on a vus à grand succès, qu'on a vu jusqu'ici, par exemple, là, le challenge de données, le défi de données, où là, on a réussi à mieux identifier des chats, des chiens et des bananes sur des photos. C'est un peu un one-shot deal. On a le jeu de données, il est fini, amusez-vous avec ça. Mais ce qu'on veut, ultimement, c'est que ces machines-là apprennent en continu. Donc, il faut arriver à les nourrir en continu de nouvelles données. Donc, ça prend de la C'est vrai. tuyauterie pour faire ça. Donc, c'est beau de faire un jeu de données propre, mais il faut pouvoir l'alimenter en continu parce que les données, on en génère continuellement. Donc, on veut que la machine puisse apprendre en continu sur le flux de données et non pas à partir d'un jeu de données qui est fiché Qui est dans le temps. fixe, qui est fermé. Exact. qui est- Donc, c'est pour ça que quand je parle aux gens du milieu de l'IA, ils me disent 80, 90, 95% de ma job, c'est de nettoyer les données avant de faire de l'IA vraiment. Tu sais. Fait que du lundi au jeudi, là, ils nettoient de la donnée, puis là, le vendredi, là, après-midi, là, ils font de l'IA un petit peu. Mais c'est la réalité, c'est ça. C'est que leurs données ils arrivent dans des feuilles Excel, plein de feuilles Excel partout, puis ça ne marche pas. OK? Donc, il faut mettre des efforts sur générer de la donnée, la canaliser, la traiter. C'est la même chose que la chaîne du pétrole ou de l'eau. Hein? On va l'extraire, on va la raffiner, la donnée. Puis après ça, elle sera consommable par la voiture. Mais je ne mettrai pas du pétrole brut dans ma voiture, ça ne marchera pas. Non, c'est vrai. Ah, mais j'ai l'impression que la concrétisation d'ailleurs va beaucoup passer par l'industrialisation des données. Puis présentement, c'est ça qui manque parce que la recherche a fonctionné très bien avec ce qu'il y avait comme dataset. Puis elle a vraiment pris de l'avance par rapport au marché de l'industrialisation. Puis là, il y a un pont qui veut se faire entre les deux, puis ça va prendre justement la donnée puis de la qualité pour pouvoir le faire. Exactement. Ben c'est bien. Écoute, Philippe, qu'est-ce qui t'attend maintenant en recherche? C'est quoi tu travailles en ce moment? Là? C'est quoi là, le Je grand me mets à la défi- place d'un étudiant là, qui veut peut-être travailler dans ce domaine. T'as-tu de la misère à recruter en ce Oui, moment? tout à fait. Grand Ah problème. ouais? Ben oui, on a... disons, moi, j'aurais besoin de plusieurs ingénieurs de données. Ou un ingénieur Pour les RE, raisons que tu viens d'évoquer. là. Exactement. Et c'est pas des profils qui sont faciles à trouver. C'est moins sexy vendre ça, cette job de bras-là à faire. Mais il y a une satisfaction. Une fois que c'est fait, puis que c'est propre, puis que ça marche bien, il y a une très, très grande satisfaction parce que là, on est capable de nourrir notre bête à l'autre bout qui est l'IA. Ouais. Mais je l'ai difficulté à recruter parce que les gens veulent faire de l'IA. OK? Ils veulent faire ce qu'on fait le vendredi après-midi, là, une fois Ouais. qu'on a fait le reste. Mais peu importe la donnée, c'est ça, ils veulent faire de l'IA, mais Ouais. la qualité de la donnée, on fera avec des datasets fermés. Puis... Exact, c'est ça. Donc, grande difficulté à recruter. Et ça prend justement une espèce de profil d'individus qui vont peut-être penser un petit peu plus à long terme, dire, OK, oui, là, regarde, ça va me prendre plus de temps à mettre mes pipelines en place, ma tuyauterie, mais vendredi, là, ça va opérer mon affaire parce que j'aurai fait les choses correctement d'un bout à l'autre du cycle de vie de la donnée. OK. Donc, des grands défis de recrutement parce que, bon, le taux de chômage, vous l'avez vu, là, était quand même très bas. C'est peut-être plus payant aussi d'aller, quand tu es formé en IA ou que tu as ce genre de tête-là, tu es peut-être mieux d'aller sur le marché du C'est sûr travail que aussi. quand le gouvernement met des centaines de millions dans un secteur, ce secteur-là offre des belles conditions. Hein? Ben oui. Des divans sur ton lieu de travail, des trottinettes sûrement, des machines à café et toute la kit. C'est beaucoup plus intéressant de faire ça que d'aller faire... Puis des bons salaires aussi, qu'aller faire Exactement, une maîtrise à 15 000 15 000 là, C'est oui. ça. 15 000, pas plus. C'est la SNJ, c'est ça. Ouais. Ça dépend des secteurs. Mais là, nous, Eh justement, pour attirer plus d'étudiants, on a augmenté les salaires pour attirer des candidats de qualité. Mais quel genre de profil, mettons, ou formation au bac qui pourrait être intéressante pour quelqu'un qui voudrait passer en maîtrise pour devenir un ingénieur de données? Tous les profils informatiques, là, je dirais génie électrique, génie informatique, génie logiciel. Nous, génie physique aussi, il y a des gens qui ont cette fibre-là, un petit peu plus, disons, des gens qui aiment coder. On ne se cachera pas, là, que c'est des gens qui sont très geeks à la base, qui s'intéressent beaucoup à la techno, qui vont suivre ce qui se passe, qui vont comprendre le langage technique. Mais il n'y a pas spécifiquement de profil type. Moi, je suis un exemple assez clair. Je viens de la filière physique, mais j'ai rapidement bifurqué vers ce qui était numérique. Et là, je m'intéresse à la donnée, mais il n'y a pas de profil type. Je pense que ça prend un intérêt pour construire des choses. De la même façon que
Je le dis souvent, quand j'étais petit, j'aimais bien ça, construire des choses avec mes Legos. Mais une fois que c'était construit, je donnais ça à quelqu'un d'autre. Amuse-toi. Tu Amuse-toi. feras des petits scénarios, là, mais Exact. moi, il est c'était construit. construire. OK. Exactement. Donc, ça prend ce profil-là. Et c'est vraiment l'intuition de la donnée, finalement, qui est importante. Oui, c'est ça. Puis la volonté de faire les choses proprement. Parce qu'on peut toujours arriver à faire les choses un peu tout croche, puis ça va marcher quand même. Mais à long terme, moins. Okay? Donc, c'est pour vrai. ça que À long terme, moi, mes meilleurs étudiants présentement, non seulement ils écrivent du code, mais ils mettent ça sur un système de révision des versions comme Git, évidemment, mais ils font aussi des tests unitaires, ils font de l'intégration continue, donc des méthodes qui sont issues du génie logiciel, des bonnes pratiques, qu'ils mettent en œuvre pour s'assurer que ce qu'ils développent, c'est propre, c'est pérenne dans le temps. C'est pérenne. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu vas leur faire à ces étudiants-là? C'est quoi tes projets de recherche qui s'en viennent? C'est quoi qui est dans le tuyau? Là? Comme je disais, on a plein de données dans le milieu médical. Là, on a des décideurs présentement qui aimeraient bien prendre des décisions, mais ils n'ont pas de poigne, ils n'ont pas de données sur lesquelles prendre ces décisions-là. La donnée, elle est toute là. C'est juste qu'elle n'est pas mise en forme. Elle n'est pas moissonnée, elle n'est pas agrégée correctement, elle n'est pas présentée de façon attrayante dans un beau tableau de bord qui est updaté, qui est mis à jour en continu. Une fois qu'on aura ça, pour outiller les décideurs, là, on va être en affaires. Donc, mes projets tournent un peu autour de ça. La donnée, je veux la valoriser, mais je veux d'abord la canaliser, la documenter comme il faut pour qu'elle devienne... Je n'ai pas encore parlé des principes FAIR, mais je pourrais en parler, qu'elle devienne... Parlons-en. Oui, les principes FAIR, c'est ça. Principe FAIR, c'est un... Tout ça a été cristallisé dans un article de Nature en 2016. Et FAIR, ça veut dire que la donnée, elle devrait être... F, c'est pour findable, donc découvrable. Elle devrait être accessible, devrait être interopérable et devrait ultimement être réutilisable. Et c'est ça. Donc, pour arriver à faire ça, on a quand même certains principes à respecter, dont l'utilisation d'identifiants uniques pour référer à nos entités, à nos jeux de données. Donc, de la même façon, comme je le disais tout à l'heure, qu'on va mettre un DOI sur un article. Un DOI, c'est un Digital Object Identifier. Oui. On va aussi pouvoir en étamper un sur un jeu de données. On va pouvoir en étamper un sur un bout de code qui servait à transformer cette donnée-là. Ah, oui. Donc, tout le cycle au complet de la vie de la donnée, on peut le mettre, on peut y référer avec des identifiants uniques. Puis l'arrimer avec le système d'autorship qui est plus propre. Oui, ultimement, moi, je suis maintenant un ORCID. Donc, ORCID, qui est un identifiant unique qui identifie les chercheurs. Donc, il n'y a plus d'ambiguïté sur c'est qui ce Philippe Després-là, parce qu'il y en a d'autres, dont un autre sur le campus d'ailleurs. et là, avec l'ORCID, on sait tout à fait à qui on a affaire. Et pour les organisations et pour les organismes subventionnaires qui veulent mesurer l'impact de leur investissement, par exemple, si tout le monde utilise ces numéros uniques-là, ça devient extrêmement facile de moissonner, consolider, fédérer cette information-là puis la présenter de façon agrégée. Donc, on veut utiliser ces bonnes pratiques-là, le recours aux identifiants uniques, le recours aux ontologies, pour faire de la science des données qui soit conforme aux bonnes pratiques. Bon, on va... merci, Philippe. Je pense qu'on va mettre fin à cette entrevue, parce qu'on a fait quand même 1 heure qu'on discute plutôt à l'air de rien. Je voulais remercier David qui est là aujourd'hui. Il y a Fred, notre autre collaborateur, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, qui avait des occupations professionnelles. Merci Philippe. Ça fut un grand plaisir. C'était très généreux de ta part de nous partager tout ça. On aurait pu faire au moins 3 heures, mais tu as un horaire très occupé et nous aussi. Alors voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci, on se voit au prochain épisode. Bye bye. Bye. Ciao. Bye bye.